Bienvenue dans ce nouveau tuto C. Nous allons y apprendre à définir des macros paramétrés. Nous allons reprendre notre atelier de développement, donc ici Eclipse. Je vais y créer un nouveau projet. C'est un projet de type C, C++, je prends plus précisément un projet de type C. Je l'appelle Define Sample et c'est un projet de type Hello World C++. Très bien. Histoire de me simplifier la vie, pour ne pas faire des builds systématiquement, je vais aller configurer le projet pour qu'il se construise automatiquement. Parfait. Je nettoie un petit peu le code pour que vous ayez un maximum de choses à l'écran. Et donc, nous allons commencer par rappeler qu'est-ce que c'est qu'une macro. Donc une macro, ça s'introduit via un dièse, et plus précisément via le mot-clé dièse-define. On donne un nom à notre macro et on peut lui associer une valeur. Vous aurez tous reconnu ici la valeur de pi. L'idée, c'est de faire en sorte que pendant la phase de pré-processing, donc avant la compilation, que toutes les occurrences de la macro soient remplacées par la valeur en question. Si ici je fais un printf et que je demande à afficher un flottant long, double précision, et si j'y envoie le contenu de ma macro pi, normalement ça devrait m'afficher la valeur de pi. La macro étant jouée que par le préprocesseur, il n'y a pas de variable qui porte ce nom pi, il est donc impossible de faire ça. D'accord, ce n'est pas une variable, je ne peux pas l'affecter. On peut donc voir une telle macro comme étant un petit peu une constante. N'oubliez pas, contrairement aux instructions C, les lignes de code C, traditionnellement, se terminent par un point-virgule. Par contre, il ne faut surtout pas en mettre au niveau du préprocesseur. Si sur cette ligne dièse-define, je mets un point-virgule, vous notez qu'il n'est pas content. Pourquoi? Parce que quand on va substituer à pi sa valeur, on va y mettre toute cette chaîne de caractères et on va se retrouver avec le point-virgule à l'intérieur des parenthèses. Bien entendu, ça ne compilera pas. Très bien. Eh bien, un petit peu de la même manière que ce qu'on peut définir une macro classique, on peut définir une macro paramétrée. Donc on refait encore une fois un dièse-define. Je vais appeler cette macro mini. Et je vais dire, elle prend deux paramètres, la macro. Alors c'est vrai que comme ça donne l'impression qu'on est en train de coder une fonction, mais j'insiste, une macro n'est pas une fonction. Je vais y revenir. La manière dont je vais coder ma macro, il faut aussi noter qu'elle ne va pas être parfaite, en tout cas pas sur cette première approche. Il faut savoir que les macros, si on les utilise mal, peuvent être extrêmement dangereuses. Donc dans le but de montrer cet aspect dangereux, ce que je vais faire, c'est que je vais très mal la coder initialement. On va voir ce que ça va donner en termes de résultats. Une fois qu'on sera convaincu que j'ai mal fait mon job, après on verra comment correctement coder la macro. Donc si vous connaissez déjà un petit peu le sujet et que vous pensez que ma première définition n'est pas très sécurisée, quelque part vous auriez raison. Donc ma macro, je vais la remplacer par si A est inférieur à B. Alors, je retourne la valeur de A. Sinon, je retourne la valeur de B. C'est pareil que pour ma macro pi, il ne faut surtout pas que je mette de point-virgule à ce niveau-là. J'ai simplement dit toute occurrence de mini devra se remplacer par telle information. Bon, du coup, on va tester cette première version. Int x égale 3, int y égale 6, pourquoi pas, et int result égale, j'utilise ma macro et je lui passe les valeurs de mes deux variables. Et puis, notez ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire plus 2. Donc, si on regarde bien ce code, mini de x, y, x et y étant égal à 3 et à 6, minimum de 3 et de 6, normalement c'est 3. 3 plus 2, ça devrait afficher peut-être 5. En tout cas, c'est normalement ce qu'on voudrait faire, en tout cas en regardant ce genre de code-là. Donc du coup, je vais ici dire que j'affiche mon entier. Allez, on va mettre un petit préfixe, result égale, et puis %d. Un petit anti/n pour le retour à la ligne, et là j'injecte le contenu de ma variable result. Bon, et bien contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette ligne-là ne va pas calculer 5. Regardez, je vous le montre de suite, on a affiché la valeur 3. Ça veut dire que là, contrairement à ce qu'on semblerait lire, la macro, elle ne fait pas tout à fait le travail attendu.
Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Ben là, le mieux, c'est de comprendre ce qui s'est passé et donc de voir le résultat au niveau du pré-processing. On est bien d'accord, dans une chaîne de compilation C traditionnelle, hein, on a 3 étapes. D'abord, on a le préprocesseur. Le préprocesseur transforme le fichier d'origine en remplaçant toutes les instructions commençant par dièse par autre chose. C'est le job du préprocesseur. Ça génère un fichier intermédiaire. Normalement, ce fichier n'est qu'en mémoire. Et il est envoyé au compilateur, et donc le compilateur, après, traite le fichier pour générer l'exécutable. Normalement, la 3e étape, hein, c'est l'édition de liens. Je passe cette étape pour aujourd'hui. Ben, regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une console. Je vais descendre dans mon workspace. Je vais descendre dans mon projet et dans le répertoire SRC. On est d'accord, ici, on a bien notre fichier. Ce que je peux faire, c'est lancer GCC, donc mon compilateur, sur mon fichier de code. Et je peux lui rajouter l'option "-e", en majuscule. Attention. Cette option, elle dit quoi? Elle dit on lance la chaîne de compilation, mais on s'arrête après le travail du préprocesseur. Et par défaut, tout ce qui a été produit est produit directement sur la console, sur stdout, mais comme stdout est redirigé sur la console, eh bien on récupère le résultat ici. Une autre façon de faire serait de dire je redirige le résultat de GCC vers mon fichier intermédiaire, et puis pourquoi pas, je pourrais créer un fichier que j'appelle definesample.cbis. Et regardez, si je reviens au niveau de mon projet, que je réactualise, on voit bien le fichier généré. L'avantage d'être dans mon éditeur ici, c'est qu'au moins je peux me rendre compte d'une chose. Mon fichier fait quasiment 1800 lignes. Et là, c'est vrai que c'est quand même assez surprenant, parce que comment on est passé de 21 lignes, c'est ce que j'avais au niveau de mon fichier d'origine, à quasiment 1800. Tout ça, c'est à cause du préprocesseur. Et donc, notamment à cause des dias-include. Un dias-include, vous le savez, ça fait quoi? Ça lit le fichier qui est passé en paramètres, et ça récupère son contenu, et ça l'injecte en lieu et place de cette instruction-là. Regardez, là, je vais appuyer sur la touche CTRL. Je la garde appuyée. Je vais placer ma souris sur l'include. Je passe en mode navigation hypertexte. Regardez, j'enclenche en cliquant le fichier. En gros, tout le contenu de ce fichier-là va être injecté en lieu et place du dias-include. Le truc, c'est que si on regarde bien en tête, lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il inclut encore d'autres fichiers. C'est récursif, le système. Donc, au gré de toutes les descentes là, dans les fichiers à inclure, on passe de quelques lignes à 1800 lignes. Notez qu'il y avait aussi le stdlib qui va aussi charger tout un ensemble de définitions. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est les dias-include. Donc c'est ce qui explique la taille du fichier. Mais il ne faut pas oublier, le rôle du préprocesseur, c'est aussi de remplacer toutes les macros. Bon, on se doute, pour la première macro pi, les choses devraient être assez simples. Regardez, là je suis à la fin du fichier. On voit bien qu'ici, on a remplacé en lieu et place de pi sa valeur. Si vous regardez un petit peu plus loin, ici on y retrouve la variable résulte, celle qu'on avait définie, ici en utilisant notre macro mini. On avait le +2 à ce niveau-là. Regardez ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a remplacé donc la macro, et donc on se retrouve ici avec le contenu du mini. Le problème, là où on s'est fait piéger, c'est sur la priorité des opérateurs. L'opérateur de comparaison, la ternaire, qui est ici, qui prend 3 paramètres. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est moins prioritaire que l'addition. Donc en gros, le +2, contrairement à ce qu'on avait peut-être pensé, il ne va pas s'appliquer sur le résultat de mini. Il va s'appliquer uniquement que sur Y. Au cas où, le mini devrait renvoyer quelque chose en seconde partie. Ce qui nous avait induit en erreur tout à l'heure, c'était les parenthèses. C'est vrai que là, on a l'impression de voir un appel de fonction. Mais il faut bien comprendre qu'on n'a en aucun cas une fonction. On a une macro. Donc après substitution, si vous voulez, les parenthèses, elles ont purement et simplement disparu. Et donc du coup, le +2, il s'applique uniquement que à Y. Alors maintenant, la question c'est, ok, on a compris le problème, comment faire en sorte que notre macro fonctionne correctement? Alors peut-être que vous avez pensé à une idée toute simple, qui serait de dire, on met une paire de parenthèses autour de la macro. Regardez, déjà, je vais l'exécuter comme ça.
c'est déjà mieux. A priori, là, le résultat, il est cohérent. Sauf que c'est pas la bonne façon de faire. C'est pas suffisant, si vous voulez. Le problème, c'est qu'est-ce que c'est que A et B? Ces deux expressions, à quoi correspondent-elles? Tout dépend de ce que vous passez lors de l'appel. Sauf que là, on pourrait avoir quelque chose de complexe. On pourrait ici avoir encore une expression plus ou moins compliquée. D'accord? Tout ça, ça passerait pour la partie gauche de ma macro. Et donc, du coup, vous pourriez malgré tout avoir des soucis sur les évaluations de chacune des parties. Donc, la bonne façon de sécuriser une macro, c'est de travailler comme ça. Chacune des parties de la macro a été parenthésée. Chaque paramètre, pour être sûr qu'il soit évalué de manière sécurisée, vous les avez parenthésés. Chaque paramètre a été parenthésé. Si vous ne faites pas ça, vous risquez d'avoir des fois des données complètement incohérentes, en tout cas par rapport à ce que l'utilisateur pensait calculer. Mais ce que pense l'utilisateur et ce que fait le processeur, souvent, c'est deux choses bien différentes. Donc si vous voulez que les choses soient sécurisées, il faut parenthéser vos expressions. Et donc si on relance là le code, ma foi, tout fonctionne bien. Alors c'est vrai que vous pourriez vous dire, ok, on a vu, on a des macros. Ça permet de faire quasiment l'équivalent d'une fonction. Sauf que c'est pas franchement très sécurisé. Si on oublie les parenthèses, on tombe dans un gros piège. Et donc la question qu'on est en droit de se poser, c'est ok, et pourquoi je coderais tout simplement pas une fonction? Regardez, ici je fais une fonction mini, elle s'appliquerait sur un int A, un int B, et puis je retournerai si A est inférieur à B, alors A, sinon B. C'est vrai que sur le principe, si on fait ça, en tout cas là, il n'y a aucune erreur possible. Là, on est certain que le plus 2 s'appliquera bien à l'appel à mini. Pour autant, la macro est intéressante pour au moins deux raisons. La première raison toute simple, c'est qu'il n'y a pas d'appel de fonction justement. Si on regarde ce qui a été généré, on a mis en lieu et place de la macro son code, il n'y a donc aucun appel de fonction. Il faut savoir que sur des traitements aussi simples que ce qu'on fait là, souvent l'appel de fonction coûte plus cher que son exécution. Le fait d'appeler mini coûtera plus cher que le fait d'évaluer cette partie-là. Pourquoi? Parce que quand on appelle une fonction, on doit empiler des informations sur la stack, sur la pile d'exécution. En sortie de fonction, il faut remettre la stack dans son état initial, donc il y a une action de dépiler. Et tout ça, si vous voulez, ça vous prend des cycles CPU. Donc c'est vrai qu'une macro, sur des traitements d'appoint un petit peu courts, ça peut être super pratique parce que ça peut permettre d'optimiser les temps d'exécution de votre programme. Ça, c'est un premier aspect positif. Il y a un deuxième aspect un petit peu plus subtil, mais c'est le typage. Effectivement, la macro, il n'y a pas de notion de typage. Du coup, ma macro, je peux l'utiliser avec ce que je veux. Ici, on avait une macro qu'on avait appliquée à des entiers. Mais j'aurais pu aussi avoir un flottant D1 qui soit égal à 3.14, pourquoi pas. J'aurais pu avoir un flottant D2 qui soit égal à 7.85, imaginons. Et ici, j'aurais pu faire un printf %, longue flotte, parce que c'est un double précision, anti/n pour un retour à la ligne, et ici j'injecte le résultat d'un appel à mini sur D1, D2. Ici ça marche bien. Pourquoi ça marche bien? Parce que ma macro mini ne s'attend pas à ce que A et B soient d'un type particulier. Donc du moment que l'opérateur inférieur est correctement proposé, je devrais pouvoir appliquer mini sur mes types de données. Donc c'est le cas de int, il a bien un inférieur. C'est le cas de double, qui a aussi la possibilité d'être comparé via un opérateur d'infériorité. Si j'avais codé une fonction, cette fonction, jusqu'à preuve du contraire, elle ne pouvait marcher que sur des entiers. Si je voulais la même chose pour des doubles, il fallait que je code une autre fonction. Mais là, le problème, c'était quoi? C'était que je ne pouvais pas l'appeler mini, parce qu'on n'a pas ce qu'on appelle la surcharge en C. En C, je ne peux pas avoir deux fonctions de même nom, mais avec des signatures différentes. Ça, c'est pas possible. D'accord? Si je fais ça, là, j'ai une erreur qui me dit que j'ai des signatures en conflit au niveau de mes fonctions mini. Donc j'étais obligé d'avoir autant de fonctions que de types utilisés, et qui plus est, ces fonctions devaient toutes avoir des noms différents. Alors que le code restait exactement la même chose. Regardez, le code, il serait resté, j'ai fait un copier-coller pour vous le prouver, ce serait resté simplement return si A est inférieur à B, A, sinon B. Du coup, si je voulais que ça marche sur les flottes, sur les chars, sur d'autres types de données, il faudrait définir autant de fonctions que de types supportés. L'avantage de la macro, c'est que ça s'applique à n'importe qui.
Bon ben voilà qui clôt un petit peu cette présentation donc sur les macros, hein. Donc en synthèse, on est bien d'accord, une macro ça permet d'être remplacé par le préprocesseur par son contenu, hein. Donc ici le contenu de Mini c'était ce contenu-là. Une macro peut être paramétrée. Le problème, c'est qu'elles sont dangereuses. Si vous ne mettez pas les parenthèses autour des expressions et autour de la macro, ça peut mal s'évaluer. Néanmoins, les macros présentent deux avantages. Un, c'est plus performant qu'un appel de fonction. Deux, on est indépendant des types de données sur lesquels on va pouvoir appliquer cette macro. Donc si vous en avez besoin, n'hésitez surtout pas à en définir. Petite digression, mais si parmi vous, il y en a qui se destinent à faire du C++, dans ce cas-là, sachez qu'on ne fait plus de macro en C++, on a un autre mécanisme qui se substitue totalement à ça et qui est exécuté, qui est évalué par le compilateur, hein, c'est les templates. Bon, je botte en touche sur ce sujet-là pour aujourd'hui, mais voilà, ceux qui s'orientent plutôt vers du C++, sachez qu'il y a un autre mécanisme qui permet de faire à peu près la même chose. Pour ceux qui resteront en C, on n'a pas d'équivalent, on n'a pas d'autre possibilité si on veut faire l'équivalent de ce qu'on a mis en œuvre ici. Voilà. Bon, n'oubliez pas, hein, ce que je viens de vous proposer, vous retrouvez pas mal d'infos et en tout cas des informations complémentaires sur notre site web. Donc vous allez sur cours.fr, vous descendez dans la section C, et puis à ce niveau-là, vous avez le chapitre dédié au préprocesseur. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la repartager, à vous abonner, hein. Et puis je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Merci de votre attention.